Hormis les activités agricoles, il pouvait y avoir des événements exceptionnels qui rompaient avec le rythme des saisons. Pour les Del Valle, le plus marquant fut, sans conteste, l'achat du premier tracteur dans les années entre 1955 et 1960. Dans le village, personne n'en possédait encore. Mais on en vantait les mérites dans les journaux, à la radio et à la télévision qui commençaient à entrer dans les foyers ruraux. Et puis des commerçants circulaient de ferme en ferme, des prospectus à la main. Un jour, Marcel décida de prendre le taureau par les cornes, d'autant plus que 2 ou 3 bonnes années de récolte lui avaient permis d'amasser un petit pécule. Il ne serait pas suffisant, il faudrait emprunter au Crédit Agricole. Ce ne fut guère facile de se résoudre à utiliser cet expédient. Pensez donc, depuis des générations, on avait été habitué, éduqué à n'acheter que si l'on avait l'argent nécessaire, en espèces, sonnantes et trébuchantes, ou sur un compte en banque. Quoiqu'on n'eût pas totalement confiance au système bancaire, beaucoup conservaient encore leur argent chez eux, bien dissimulé. On parlait de bas de laine ou de lessiveuse. Emprunter, c'était s'endetter pour 15 ou 20 ans, peut-être jusqu'à sa mort. Et puis, il fallait payer des intérêts. Et puis, endoctriné par cette nouvelle religion, est-ce qu'on ne serait pas obligé d'emprunter à nouveau pour rembourser les emprunts suivants? En d'autres lieux, États-Unis par exemple, cela se faisait couramment, mais de la France à l'Amérique, il y avait encore loin. Ce n'est pas parce que les ricains étaient venus à notre aide en 44 qu'on devait faire comme eux. Prudent, Marcel passa plusieurs soirées à faire ses comptes, demanda conseil à ses anciens. Rassuré par les uns et les autres, il se rendit à Brémond chez le maréchal Ferrand qui était en train de se reconvertir dans la concession de machines agricoles. Il sentait le vent tourner, à juste titre. Chez un vendeur du boulevard Voltaire d'Abbeville, ils examinèrent toute une gamme de tracteurs, ils discutèrent puissance, carburant, possibilités, etc., etc. Finalement, le choix de Marcel se porta sur un petit Massey Ferguson, à essence, de 25 chevaux. Cette puissance étonna fort Bernard. Ce véhicule à 4 roues allait donc remplacer 25 bidets attelés à l'avant d'un chariot. N'était-ce pas trop? L'engin tant convoité fut livré un jour d'hiver dans la cour de la ferme. Ainsi, en cette période de creux, on aurait le temps d'apprendre à s'en servir. Cette nouveauté attira bien entendu la curiosité du voisinage, des parents. On en vit même venir du haut village. Le bouche à oreille avait bien fonctionné. On l'examina sous toutes ses coutures. On le trouva beau, avec sa peinture rouge vif, sur laquelle ressortait son nom et son type en blanc argenté. On fut intrigué par son moteur acier tout propre, son volant d'ébonite noire et ses 4 pneus dont 2 étaient imposants, à gros crans saillants. Certains en vantaient les avantages, d'autres plus nombreux exprimaient leurs craintes et leurs inquiétudes. L'un d'eux pensait que l'engin était lourd. Ces grosses roues tasseraient la terre qui deviendrait dure comme du béton, écraserait les jeunes pousses. Un autre assurait qu'il ne pourrait aller dans tous les coins du champ, qu'on perdrait de la surface à récolter. En les écoutant, Bernard faisait le rapprochement avec ce qu'il avait lu en classe, à propos des premiers chemins de fer. Les voyageurs seraient asphyxiés par la fumée dans les tunnels. Les vaches effrayées ne donneraient plus de lait. Mais le père Marcel croyait en l'avenir, au progrès technique, à la science. Il assura tout son monde qu'on réglerait les problèmes l'un après l'autre. On finirait par s'adapter, comme l'homme s'est toujours adapté depuis les débuts de la civilisation. Le père était grand lecteur, au goût très éclectique. Son horizon s'en était élargi. C'est pourquoi, dès le début, il fut confiant. Sans être un précurseur, il pensa finalement que d'autres ne tarderaient pas à l'imiter. C'est effectivement ce qui arriva dans les années suivantes. Le plus difficile fut de dompter la bête mécanique. Dès le début, elle se révéla plus sauvage qu'un taureau d'élevage. Bien sûr, Marcel possédait le permis de conduire des automobiles, mais piloter un tracteur, c'était autre chose.
D'abord, il fallait savoir à quoi servaient tous ces cadrans, boutons, manettes, pédales. Il fallait aussi connaître les manœuvres, l'entretien de la machine, et il lut donc attentivement les notices, les consulta à nouveau lorsqu'une question se posait. Le lendemain de la livraison, le père Marcel enfourcha le bel animal avec un peu d'appréhension. Madeleine et les enfants s'étaient mis à l'écart, mais surveillaient attentivement. Il devrait venir à son secours si un incident, voire un accident se produisait. Mais que ferait-il au juste dans ce cas? Là était toute la question qui les taraudait. Marcel démarra l'engin, ce dernier se mit à ronfler harmonieusement, il engagea une vitesse lente et lâcha la pédale d'embrayage. Certainement trop vite, car celui-ci, surpris, se dressa brusquement sur ses deux roues arrière. Celle de devant avait un peu décollé à la façon du cheval qui se cabre. « Diable! Il est nerveux, l'animal !» s'exclama Marcel. Mais il n'avait jamais admis qu'on lui résistât. Donc il recommença la manœuvre. Après plusieurs essais, il réussit enfin à calmer la bête fougueuse. Les difficultés apparurent dans les semaines suivantes. Les machines attelées aux chevaux devraient être adaptées pour être amarrées à l'arrière du tracteur. Certes, celui-ci avait un crochet d'attelage et une barre à trous. Mais il faudrait faire des modifications. Elles ne se seraient pas faites en un seul jour. De toute façon, il n'était pas question d'acheter des machines neuves, adaptables au tracteur. Elles coûtaient beaucoup trop cher. On verrait par la suite. Lorsque la moisson arriva et qu'il fallut atteler le tracteur à la moissonneuse lieuse, Marcel demanda à Bernard de faire ses premiers pas de chauffeur. Le père et le fils constatèrent de visu qu'il fallait être encore plus vigilant qu'avec les chevaux. Ces derniers étaient habitués à toutes les tâches agricoles. Leur instinct leur permettait de répondre à toutes les situations, même imprévues. Par exemple, lorsque la moissonneuse avait une défaillance technique, elle le sentait dans la traction et s'arrêtait d'elle-même. Pas le tracteur. Si le chauffeur n'avait rien perçu d'anormal, lui qui était assis sur un siège rembourré. Un autre exemple. Lorsque le lieur de la moissonneuse se déréglait ou que la bobine de corde était à sa fin, les gerbes tombaient non liées, car Bernard n'avait rien remarqué. Pourquoi? Parce que dans le même temps il devait s'occuper de la conduite du tracteur, de la distance des roues aux épis, de l'approche du bout du champ. Et il en oubliait ce qui se passait dans son dos, ou trop tard. La conséquence, c'était 10, 20, 30 gerbes non liées. Il fallait les relier à la main, ce qui annulait le temps gagné par le tracteur. Par contre, lorsqu'on moissonnait avec les chevaux, on surveillait l'ensemble d'un seul coup d'œil, l'attelage et la machine sur laquelle on était assis. Marcel avait bien imaginé conserver un homme sur la machine et un autre sur le tracteur. Mais quelle perte de main-d'œuvre qui pouvait servir à autre chose. Par conséquent, Bernard dut surveiller encore plus étroitement les deux engins. Le tracteur imposait une double adaptation. Celle des machines tractées et celle des hommes. Le garçon déplora de ne plus avoir autant de temps à rêver, à observer le spectacle de la nature. C'était un peu de poésie qui s'en allait. Sans compter que le silence harmonieux des champs était maintenant troublé par le vrombissement du moteur à longueur de journée. On l'entendait encore ronronner dans son sommeil. Au bout de quelques mois, il fallut bien faire quelques constatations amères. Qu'on était toujours autant harassé les soirs de grands travaux, que le tracteur ne pouvait pas tout faire, que son entretien et ses réparations avaient un prix, qu'on s'activait toujours autant dans la ferme, du premier au dernier jour de l'an, qu'on n'amassait pas plus d'argent. Il faudrait progresser toujours plus, pour ne pas être dépassé dans une compétition qui s'annonçait rude et laisserait au bord du chemin ceux qui ne pourraient suivre. Cette course au progrès n'allait pas sans quelques déchirements d'ordre sentimental. C'est le cœur serré que Marcel dut se résoudre à vendre 2 de ses chevaux. Ils étaient plus que des bêtes de somme, en réalité des compagnons de travail. Marcel leur rendait souvent visite à l'écurie pour leur parler, les caresser, les observer, les soigner. « Il ne leur manque que la parole », disait-il. À leurs regards, à leurs attitudes, à leurs réactions, il comprenait toujours ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles désiraient. Inversement,
Elle comprenait ce que le maître voulait d'elle. Quand le marchand de bestiaux vint les chercher avec sa camionnette, le père ne put s'empêcher de lui dire « Surtout, soignez-les bien et dites au nouveau propriétaire d'en faire autant. Je ne voudrais pas qu'elle soit malheureuse. » Puis, les voyant partir, il se retourna, s'éloigna rapidement pour aller pleurer dans un coin de la cour. Car, au fond de lui-même, il savait bien que ces chères bêtes n'auraient pas de nouveaux maîtres. Elles iraient à l'abattoir pour finir sur l'étalage de quelque boucherie chevaline. Marcel conserva le troisième encore quelque temps pour les menus travaux, mais quand il eut adapté toutes les machines au tracteur, il s'en sépara. Ce fut un nouveau déchirement, le dernier, car le remplacement d'un tracteur se ferait sans heurts et sans malheur. L'écurie était maintenant vide. Cela déplaisait fort à Marcel de la voir ainsi. Il avait l'impression que la ferme s'acheminait vers son déclin. Ce n'était qu'une ère qui se terminait, car Marcel et Madeleine étaient encore dans la force de l'âge. C'est pourquoi, avec l'argent de la vente des chevaux, ils achetèrent quelques bœufs à engraisser. Pas tellement pour l'argent qu'ils allaient rapporter, mais surtout pour combler l'espace vide et sans vie de l'écurie. Néanmoins, la blessure fut longue à cicatriser pour Marcel. Longtemps encore, il parla du puissant Jovial, de la douce Ninon, de la vive Flicka. Ses yeux s'emperlaient à l'évocation de ces êtres chers dont le souvenir ne s'effacerait peut-être jamais. Leurs photos, qu'il conservait précieusement, étaient ressorties des tiroirs lors des réunions de famille. Cette attitude agaçait un peu Madeleine qui ironisait. « On dirait que tu y penses plus qu'à tes enfants. » Et Marcel de s'insurger. « Pas du tout. Tu ne vas tout de même pas dire que je suis un mauvais père. » Mais que veux-tu? On s'attache aux bêtes, comme aux gens.